Dimanche 17 janvier 2016, il est 13h à Tel Aviv. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Journée historique pour l'Iran après plus de 10 ans d'asphyxie économique. La levée des sanctions démarre 6 mois après la signature de l'accord sur son programme nucléaire. L'AEA donne son feu vert pour son application. Le monde applaudit, Israël s'inquiète. On voit ça dans un instant. Et puis 3 jours de deuil national au Burkina Faso. Le bilan de l'attentat, 29 morts, des Français, des Américains, des Suisses et des Canadiens parmi les victimes. Mais c'est bien la France qui a été ciblée. L'armée française reste ultra présente sur le sol africain. En Syrie, on parle d'un véritable massacre. Les hommes de Daesh ont tué en quelques heures hier entre 130 et 300 personnes. Selon les sources, 400 autres civils auraient été enlevés. Il s'agit de soldats du régime et leurs familles. Et puis ce geste rare, le pape François se rend ce dimanche à la grande synagogue de Rome. Seuls 2 souverains pontifes avant lui ont effectué cette visite. Droitiser, ce n'est pas une insulte. La petite phrase du jour est signée Manuel Valls pendant 1h30 sur le grill de Laurent Ruquier hier soir sur France 2. Le Premier ministre a abordé tous les sujets, les temps forts dans cette édition. C'est un accord historique. Il a été signé il y a 6 mois. Il entre en vigueur aujourd'hui. Conséquence directe, la levée des sanctions contre l'Iran. Cette puissance régionale aux riches ressources pétrolières et gazières refait donc sa grande entrée sur les marchés internationaux. C'est à Nicole. Ça y est, l'accord sur le nucléaire iranien entre officiellement en vigueur 6 mois après sa signature. L'Agence internationale de l'énergie atomique a donné son feu vert ce samedi. Elle souligne que Téhéran a rempli sa part du contrat. L'Iran ayant rempli ses engagements, aujourd'hui les sanctions économiques et financières multilatérales et nationales liées au programme nucléaire iranien sont levées selon l'accord du mois de juillet. L'Union européenne s'est félicitée de la finalisation de cet accord. Pour Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, c'est une étape majeure, mais cet accord ne plaît pas à tous. En tête des contestations, Israël et l'Arabie saoudite. Le président iranien Hassan Rouhani en avait fait sa principale promesse à son élection en 2013, lever les sanctions qui pèsent sur les 77 millions d'habitants du pays. Le chef de la diplomatie iranienne a lui salué une journée historique. Cette réussite démontre clairement qu'avec de la volonté, nous pouvons résoudre les problèmes les plus difficiles et trouver des solutions pratiques. Ceci est un message encourageant et fort que la communauté internationale doit garder à l'esprit dans nos efforts pour faire du monde un endroit plus sûr. Je vous remercie. Un tournant diplomatique qui marque aussi un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Les 2 pays avaient rompu leurs relations diplomatiques en 1980. Un rapprochement qui s'est précisé quelques heures plus tôt avec un échange de prisonniers iraniens contre 4 Américains, dont le journaliste Jason Rezaian du Washington Post. Il était détenu à Téhéran depuis plus de 500 jours. Aujourd'hui, l'accord nucléaire iranien passe d'une série de promesses ambitieuses à des actes quantifiables et à un vrai progrès. Aujourd'hui, grâce aux actions entreprises depuis juillet dernier, les États-Unis, nos amis et nos alliés au Moyen-Orient, ainsi que le reste du monde, sont plus en sécurité, car la menace d'une arme nucléaire est réduite. La levée de l'intégralité des sanctions sera échelonnée sur 10 ans. En cas de manquement de la part de Téhéran, les mesures pourront être immédiatement rétablies durant les 15 premières années. L'Iran accepte également de se soumettre à des inspections régulières de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les embargos de l'ONU sur les armes conventionnelles sont eux maintenus jusqu'en 2020. Et l'impact économique de la levée de ces sanctions est considérable. Johannes Citruc, une aubaine pour l'Iran. Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, et on l'a entendu à la fin du sujet, c'est que la levée de ces sanctions va se faire de façon progressive, donc sur une période de 10 ans. D'ailleurs, si l'Iran manque donc à ses engagements, les mesures pourront être automatiquement remises en œuvre, rétablies. Donc du coup, tout ne va pas changer de façon très rapide, tout ne va pas changer du jour au lendemain. Il va falloir un petit peu de temps pour que Téhéran profite vraiment, ressente vraiment les effets de la levée de ces sanctions internationales. Par exemple, on sait que le
pays a des avoirs qui sont gelés, qui sont bloqués sur des comptes qui se trouvent à l'étranger. En tout, il y aurait près de 150 milliards de dollars. Ça fait un petit peu moins de 140 milliards d'euros, 137 milliards d'euros. Dans un premier temps, en fait, l'Iran va récupérer une petite partie de ces fonds, a priori quelques dizaines de milliards de dollars, et le reste viendra au fur et à mesure. Voilà, pour renflouer les caisses de l'Iran. Alors parmi les mesures, une en particulier est attendue. Il s'agit de la levée de l'embargo sur le pétrole. Oui, puisqu'il faut savoir que l'Iran détient les 4e plus grandes réserves de pétrole au monde, et le pays va donc désormais pouvoir vendre, exporter son or noir librement à l'étranger. Téhéran parle de plus de 500 000 barils par jour, ce qui est énorme. Ça devrait lui rapporter beaucoup d'argent, plusieurs milliards de dollars. En revanche, le président, donc Hassan Rouhani, a complètement conscience que le cours du baril a beaucoup chuté ces derniers mois. En ce moment, il est en dessous des $30. Et bien, ce dimanche, il a annoncé toute une série de réformes afin de diversifier l'économie du pays, afin de limiter surtout la dépendance de l'Iran aux hydrocarbures, puisque aujourd'hui, le pétrole représente 80% des exportations du pays. Merci Johanna pour ces explications. Et alors que dans les grandes chancelleries, un peu partout dans le monde, on applaudit cette victoire diplomatique, eh bien en Israël, on est plutôt inquiet. Bonjour à Emmanuel Narshon, vous êtes avec nous en direct depuis Jérusalem, vous êtes porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. La mise en place de cet accord, la levée des sanctions, c'est une mauvaise nouvelle pour Israël ? C'est une mauvaise nouvelle pour Israël, mais pas seulement pour nous, d'ailleurs pour toute la région. Et on a vu aussi les réactions très mitigées de la part de pays tels que l'Arabie saoudite. C'est évident que plus on est proche géographiquement de l'Iran et plus on s'inquiète, parce que nous savons ici en fait le danger véritable que l'Iran représente. C'est pas seulement le programme nucléaire, d'ailleurs ce sont les activités terroristes, c'est la volonté hégémonique, c'est toute une série de choses qui rendent l'Iran un pays extrêmement dangereux pour toute la région. Mais cet accord ne permet-il pas plus de contrôle sur l'Iran et sur ses bras armés, forcément ? Mais c'est un accord qui commence en fait aujourd'hui. Alors il faudra être très vigilant parce que nous avons l'impression, nous avons la certitude que l'Iran essaiera de son côté de continuer à développer des capacités nucléaires sous le nez de la communauté internationale. De toute manière, il faut savoir que c'est un accord qui est limité dans le temps puisque c'est un accord dont la durée est entre 10 et 15 ans. En termes historiques, c'est une période qui est très très courte et nous risquons malheureusement de nous retrouver dans 10 ans ou dans 15 ans avec un Iran qui sera très riche, très puissant et qui renouvellera ses efforts nucléaires. C'est une menace existentielle, c'est considéré comme tel en Israël ? Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Est-ce que l'Iran, aujourd'hui, grâce à cet accord notamment, représente une menace existentielle pour Israël ? Mais la menace que représente l'Iran, en fait, est une menace très grave parce que ce que nous entendons de la part des dirigeants iraniens n'a pas changé. Le discours et la rhétorique des dirigeants iraniens est toujours le même, à savoir la volonté d'éradiquer, de détruire l'État d'Israël. Alors, nous avons peut-être face à nous une pause de quelques années pendant laquelle l'Iran ne développera pas d'armes nucléaires, mais l'Iran continuera à aider des mouvements terroristes tels que le Hezbollah et à créer en fait une situation d'instabilité régionale. Il y a un autre élément qui est très important. Il faut savoir aussi que cet accord avec l'Iran risque de provoquer une course à l'arme nucléaire dans toute la région. Parce que tout le monde se prépare à ce qui va se passer dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc on risque de se retrouver en fait dans quelques années avec une région qui sera beaucoup plus instable et beaucoup plus dangereuse. Le danger est pour Israël, mais pas seulement pour nous. Merci Emmanuel Narshon pour cette réaction en direct depuis Jérusalem. Et puis quelques heures avant la mise en place de cet accord, un échange de prisonniers s'est tenu entre Téhéran et Washington. 7 détenus iraniens d'un côté, 4 irano-américains de l'autre. Chloé Demoulin. C'est un signe fort du dégel des relations diplomatiques entre Téhéran et Washington. La justice iranienne a libéré ce samedi 4 prisonniers irano-américains. Parmi eux, le correspondant du Washington Post, Jason Rezaian, arrêté en juillet 2014 à Téhéran, accusé d'espionnage et de collaboration avec des gouvernements hostiles. Il avait été condamné à une peine de prison dont la durée n'a jamais été rendue publique.
Le pasteur protestant Saïd Abedini, 35 ans, qui avait été condamné à 8 ans de prison en 2013, va aussi pouvoir retrouver sa liberté. Saïd Abedini était accusé d'établir et d'initier des églises locales afin de transgresser la sécurité nationale dans le pays. Nous, les avocats, nous sommes toujours très heureux quand des gens comme Saïd Abedini, qui ont été arrêtés ou emprisonnés pour des accusations similaires en Iran ou aux États-Unis, sont libérés et peuvent retourner dans leur famille grâce aux bonnes relations créées entre les deux pays. Le troisième prisonnier concerné par cette grâce inédite est l'ex-marine de 32 ans, Amir Hekmati. Arrêté en août 2011 durant une visite à sa grand-mère en Iran, il avait été reconnu coupable d'espionnage au profit de la CIA. Aucune information n'a en revanche filtré sur le quatrième homme libéré, un certain Nosratollah Khosravi. En échange, 7 Iraniens ont également été relâchés par les États-Unis, tous poursuivis ou condamnés pour avoir vendu à l'Iran des équipements industriels, notamment satellitaires. Je voudrais juste savoir. Et toujours concernant Israël, cette nouvelle initiative européenne qui provoque la colère de Jérusalem. Un texte qui nie l'existence des implantations dans tout futur accord qui lie Israël à un pays européen. Le Parlement européen devrait passer au vote en début de semaine. Dans le reste de l'actualité, c'est une des journées parmi les plus sanglantes en 5 ans de guerre en Syrie. Hier, en l'espace de quelques heures, une attaque de Daesh a tué entre 130 et 300 personnes. Ça se passe dans la province de Deir ez-Zor. Il s'agit de forces du régime et de leurs familles. 400 civils auraient d'ailleurs été enlevés par les islamistes. Océane Nicole. Un véritable massacre commis par Daesh ce samedi dans la province d'Alep, dans le nord-est du pays. De violents combats ont eu lieu entre les combattants pro-régime et l'État islamique. Le groupe terroriste aurait enlevé plus de 400 civils. L'Observatoire syrien des droits de l'homme annonce la mort d'au moins 85 civils et 50 militants pro-Bachar al-Assad. Un bilan contesté, l'agence de presse officielle du régime estime la mort d'environ 300 civils. Ces derniers jours, les forces pro-Assad ont progressé dans la région en direction d'Al-Bab, tenue par l'État islamique depuis novembre 2013. Les combattants sont largement aidés par l'aviation russe, alliée incontournable de Damas. Ils effectuent régulièrement des frappes dans la région en soutien au pro-régime. Les combattants de Bachar al-Assad veulent lancer une offensive majeure pour reprendre le contrôle de la ville d'Alep. Depuis 2012, l'ancienne capitale économique du pays est ravagée par des violences constantes entre les rebelles et les forces gouvernementales. La région est détenue à la quasi-majorité par des groupes terroristes. Voilà, et on parle donc d'un véritable massacre qui s'est joué hier en Syrie, sans doute, Cyril, sans doute le pire depuis le début de cette guerre. Oui, pas pareil, il faut se méfier de la bête blessée. On sait Daesh en difficulté, on sait qu'il perd une partie du contrôle de son territoire, de son califat autoproclamé en Irak et en Syrie. Bien hier, il nous a prouvé qu'il était encore capable du pire, de la pire barbarie. On parle d'un massacre, alors les bilans divergent. 135 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus du double selon l'agence de presse syrienne officielle, Sanaa, et selon nos confrères de la chaîne de télévision russe, Russia Today. Alors ce que l'on ignorait hier soir et qu'on a appris donc ce matin, c'est qu'après le massacre, les djihadistes ont enlevé femmes, enfants dans la banlieue proche de Deir ez-Zor, à Al-Baralieh, exactement 400 au total personnes ont été emmenées dans la région de Raqqa, qui est donc le bastion des djihadistes, la capitale du califat autoproclamé, tous de confession sunnite. Est-ce que cela suffira à les épargner? On en saura plus certainement dans les prochains jours. Voilà, et leur sort est aussi en danger à ces 400 personnes enlevées. Merci Cyril pour ces précisions. Il est bientôt 13h14 à Tel Aviv, c'est le journal, vous êtes sur I24. Merci d'être avec nous. L'essentiel de l'actu en 3 titres, c'est avec vous, Éléonore Veil. Et oui, à commencer par la venue du pape qui est attendu à la grande synagogue de Rome. C'est le 3e souverain pontife à le faire après Jean-Paul II et Benoît XVI. Un geste qui vise au rapprochement des religions, juifs et catholiques, sur fond de tension toujours, après la reconnaissance de l'État de Palestine par le Saint-Siège. Et puis les résultats des élections à Taïwan avec l'élection de la nouvelle présidente, Tsai Ing-wen, figure de l'opposition qui pourrait compromettre la politique de rapprochement opérée ces dernières années entre Taïwan et la Chine. Pékin a déjà prévenu, le gouvernement chinois ne bougera pas d'un pouce et ne tolérera pas une activité sécessionniste de Taïwan. Et puis enfin, Dakar 2016, le Français Stéphane Peterhansel remporte pour la 12e fois le Rallye Raid et offre enfin à Peugeot son premier succès depuis 26 ans. Sébastien Loeb arrive lui 9e. Merci Éléonore, on jette tout de suite un coup d'œil à la météo de ce dimanche.
seulement 5 jours, 3 villes frappées par le terrorisme. Istanbul, Jakarta et ce week-end, Ouagadougou au Burkina Faso. 3 villes, mais une même volonté de tuer des Occidentaux un peu partout dans le monde. Le bilan de cette dernière attaque s'élève à 29 morts, dont au moins 2 Français, ce que l'on sait avec Gabriel Nolin. 19h45 ce vendredi, l'assaut djihadiste débute. Des explosions et des tirs retentissent devant l'hôtel Splendide, fréquenté par de nombreux Occidentaux et membres de l'ONU. Des hommes armés pénètrent dans l'hôtel de la capitale du Burkina Faso après avoir échangé des tirs avec les forces de sécurité et brûlé des voitures devant l'hôtel. Les contrôles de sécurité à l'entrée sont insuffisants pour les arrêter. Le commando djihadiste exécute des personnes à l'intérieur et prend également des otages. Un café à proximité, le Cappuccino, lui aussi à forte clientèle occidentale, est également pris pour cible. Des témoins parlent de plusieurs morts. On a entendu le coup de feu dans la salle. Donc, ils ont commencé à tirer, tout le monde s'est couché à terre. Et dès que tu soulevais la tête, on t'abattait directement. Donc il fallait faire semblant seulement d'être morte. Et on venait même à nous toucher par les pieds pour voir si quelqu'un est vivant ou pas. Et quand ils sont sortis, ils ont mis le feu au Cappuccino. Et le feu, la fumée a commencé à étouffer d'autres personnes et les survivants, et chacun a commencé à se diriger vers la porte. À 2h du matin, les forces burkinabées, appuyées de militaires français, lancent l'assaut dans l'hôtel. Des drones américains assistent les forces armées pour leur fournir des informations. Ils progressent lentement dans cet immeuble de 147 chambres. Les échanges de tirs sont nourris. Un incendie déclenché par les terroristes est maîtrisé par les pompiers. Dans la matinée du samedi, les forces de l'ordre parviennent à libérer des otages, tandis que les affrontements se poursuivent dans les étages. L'assaut de l'hôtel se termine finalement vers 8h30 du matin, heure locale. L'attaque a été revendiquée par le groupe d'Aqmi Al-Mourabitoun, ce même groupe qui se trouvait derrière les actions similaires de l'hôtel Radisson au Mali il y a 2 mois. Voilà, et on tente à présent de mieux comprendre qui sont les terroristes de cette attaque. Très jeunes d'abord, et puis leur origine. Il y aurait de jeunes Arabes, mais également des Africains. Ils se sont revendiqués, vous le savez, du groupe Al-Mourabitoun, un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Chloé Demoulin. C'est son premier fait d'armes de ce type au Burkina Faso. Mais le groupe Al-Mourabitoun a déjà mené des attaques meurtrières au Mali voisin. On lui doit la prise d'otages sanglante de l'hôtel Radisson de Bamako en août dernier. Les lieux choisis ne laissent aucun doute. L'objectif est de frapper des ressortissants étrangers. Quelques mois plus tôt, le groupe avait déjà donné le ton en visant un bar-restaurant de la capitale malienne. Un attentat qui avait coûté la vie à 5 personnes, dont un Français et un Belge. Après la déroute de l'armée face à la rébellion, le nord du Mali est tombé en 2012 sous la coupe de groupes djihadistes. Al-Mourabitoun est né de la fusion de 2 de ces groupes. D'un côté, le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, implanté dans la région de Gao. Et de l'autre, l'unité combattante dirigée par l'ancien chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Mokhtar Belmokhtar. Donné plusieurs fois pour mort sans que cela puisse être confirmé, cet Algérien rêve d'une grande coalition djihadiste du Niger à la Libye en passant par le Tchad. Signe distinctif, il a fermement démenti l'allégeance d'Al-Mourabitoun à l'organisation État islamique et réaffirmé plusieurs fois sa loyauté à Al-Qaïda. En janvier 2013, à l'initiative de la France, une coalition internationale a lancé une intervention terrestre pour faire reculer les djihadistes. Mais l'opération est loin d'être terminée. Des zones entières du Mali échappent encore aux autorités. Retour en France, le mot du week-end, infotainment. Et la fièvre du samedi soir n'a pas vraiment eu lieu pour Manuel Valls, le Premier ministre, droit dans ses bottes hier soir sur le plateau de Laurent Ruquier. Durant près de 2 heures, il a abordé tous les sujets. D'autres mots à retenir, patriotisme et volontarisme. Les temps forts avec Gabriel Nolin. La raison de la venue du Premier ministre, l'exigence. Le nom de son nouveau livre qui rassemble 2 de ses discours post-attentat. Mais surtout, comme il a tenu à le rappeler en début d'émission, expliquer et parler à tous les publics. Au menu des débats, déchéance de nationalité, état d'urgence, marche du 11 janvier et vifs échanges. Manuel Valls réaffirme son soutien au projet de loi sur la déchéance de nationalité et sa vision de la France. En défendant cette mesure, comme je le fais aujourd'hui, en l'assumant pleinement, je défends au fond une certaine idée de la France. Sur le plateau, les autres invités ne manquent pas d'adresser leurs critiques au Premier ministre. L'académicien Jean d'Ormesson accuse Manuel Valls de s'être droitisé.
Je ne veux pas vous insulter, mais vous êtes droitiste. Non, je ne pense pas que la France se soit droitisée. Il y a une demande d'autorité. Moi, je considère que c'est une valeur, l'autorité. Je considère que la sécurité est une valeur, est une des premières des libertés. Pourquoi ? Je suis de gauche, je suis républicain, et par ailleurs, je ne pense pas qu'être de droite, c'est une insulte. Je suis contre toutes les formes de sectarisme. Léa Salamé, elle questionne le Premier ministre sur l'efficacité de l'état d'urgence. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de com dans ces perquisitions quand on voit que vous avez, depuis les attentats du 13 novembre, qu'il y a eu 3000 perquisitions administratives et une seule mise en examen pour terrorisme? Est-ce que ça pose question? Il y a eu 6 tentatives d'attentats depuis plusieurs mois déjouées. L'action de la police, de la gendarmerie, des services de renseignement est indispensable. Mais le principal accrochage se fait avec l'humoriste Jérémy Ferrari. Vous avez dit qu'on était en guerre. Non, 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 vous êtes en guerre. Votre gouvernement est en guerre. Nous, on n'est pas en guerre. Nous, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Questionné sur la potentialité d'une primaire à gauche, le Premier ministre réaffirme que le candidat naturel est le président de la République. Un rendez-vous est déjà lancé par Laurent Ruquier qui invite Manuel Valls à revenir sur le plateau si celui-ci accède à la fonction de chef de l'État. 3 enquêtes ouvertes après le terrible accident lors de l'essai thérapeutique à Rennes ce week-end. La police a saisi du matériel pharmaceutique. Bilan, vous le savez, un homme en situation de mort cérébrale et 4 autres blessés dans un état grave mais stable. Les conséquences pourraient être irréversibles. Océane Nicole. L'enquête est en cours après un test thérapeutique qui a mal tourné à Rennes. 4 personnes sont toujours hospitalisées dans un état neurologique préoccupant. Un patient est lui en état de mort cérébrale. Ce samedi, plusieurs perquisitions ont eu lieu dans les locaux du centre médical de Biotrial. 3 enquêtes sont en cours, des enquêtes menées par la police judiciaire, par l'inspection générale des affaires sociales et par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Le but, déterminer si cet accident est lié à une erreur de procédure ou à la molécule qui a été testée. Les conditions dans lesquelles ce protocole a été validé, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de savoir si le protocole a été respecté en tant que tel, si les procédures applicables et les normes internationales de sécurité ont été respectées. Les patients hospitalisés sont âgés de 28 à 49 ans. Ils faisaient partie d'un groupe de 90 volontaires. Tous ont testé cette molécule, mais à des doses différentes. Chaque année, des milliers de volontaires participent à ce genre d'essais cliniques, la plupart du temps pour des raisons financières. Mais après cet accident, certains se disent refroidis. Ça fait un peu peur. Après, est-ce qu'il faut remettre en cause toute l'évolution, toute la recherche clinique? Je ne pense pas, hein, parce qu'on en a besoin. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait des contrôles de sécurité qui soient faits, supplémentaires? Peut-être. Hein. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est dite déterminée à faire la lumière sur cet accident rarissime en France. Toujours en France, en bref, 2 hommes ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une autre enquête, cette fois sur le meurtre du conseiller municipal Alain Gauzelan. Le corps de cet homme, âgé de 74 ans, avait été découvert mardi matin à son domicile par son frère, inquiet de ne pas l'avoir vu à la synagogue la veille. Alors selon la police, la piste crapuleuse reste la piste principale. Son appartement avait été retrouvé en grand désordre et sa voiture et ses cartes bancaires avaient disparu. C'est une visite hautement symbolique. Le pape François doit se rendre aujourd'hui dans la grande synagogue de Rome. 6 ans, jour pour jour après Benoît XVI, François sera le 3e souverain pontife de l'histoire à visiter la grande synagogue de Rome. Il sera accueilli par l'actuel grand rabbin Riccardo Di Segni. Une visite qu'on suivra de près, évidemment, sur notre antenne. Et il y a quelques instants, sur notre plateau, l'ancien ambassadeur d'Israël à Rome, Avi Pazner. Je vous propose d'écouter sa réaction à cette visite. Premièrement, c'est déjà devenu une tradition. La visite la plus importante, c'était celle du pape Jean-Paul II en 1986, qui était une grande première. Jamais un pape n'avait visité une synagogue. Et c'était là la percée. Après, comme vous l'avez si bien dit, Benoît XVI est venu aussi visiter. Et aujourd'hui, nous avons la visite papale. C'est extrêmement important parce que ça va au-delà de la petite communauté juive romaine qui compte 15 000, 16 000 personnes. Ça s'adresse au monde juif tout entier. Et le grand rabbin Riccardo Di Segni a déjà dit que dans son discours, il mentionnerait le lien profond qui attache les Juifs à Israël.
Voilà pour cette réaction à suivre dans le journal. L'actu ciné du week-end, c'est le festival de la comédie française qui est ici en ce moment à l'Alpe d'Huez. Primé, Jamel Debbouze et sa vache. Les images dans moins de 5 minutes. Restez avec nous.